Ok, vous avez vu donc la vidéo dispute mortelle sur Enadu. Alors, on va commencer par l'application d'un principe très simple en revenant sur le cours. D'abord, première question. On va commencer par la typologie, si vous voulez bien. On est en quel type de typologie? D'abord, est-ce qu'il existe des victimes adultes, adolescents ou enfants? Alors, qui est adulte? Alors, le mari et la femme, effectivement, et éventuellement le fils. Voilà, le fils qui, dont le rôle reste quand même relativement flou, mais qui était adulte au moment des faits. Très bien. Maintenant, vous voyez comme quoi c'est pas toujours aussi simple. Là, on a posé le critère du au moment des faits. Voilà. Au moment des faits. Mais qu'est-ce que vous découvrez dans cette affaire? Voilà. C'est-à-dire que si on commence à aller sur le terrain de pourquoi cette femme a tué son mari, première approche, vous comprenez qu'il y a eu une victime ou des victimes enfants, déjà. C'est-à-dire qu'il y a forcément des enfants qui ont été témoins de ces violences, premièrement. Deuxièmement, madame, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle s'est mariée, mais il faudrait voir si elle n'était pas elle aussi jeune adulte. Sans être forcément adolescente, mais en quoi cela a pu jouer. Mais elle était encore, de toute façon elle était de toute façon adulte pour pouvoir se marier, ça il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on comprend aussi que la question fondamentale est de savoir en quoi cet homme et pourquoi cet homme est devenu violent. Gérard. Et là, vous êtes obligé de remonter en arrière et de se dire qu'il y a bien eu une victimation probable d'enfants chez Gérard avant qu'il devienne agresseur adulte. Vous comprenez? Bien. Vous devez même vous poser la question de savoir, puisque les inconscients se rencontrent de manière très claire entre eux, même si le conscient ne le sait pas vraiment ni pourquoi, ni comment, au bout du compte. Mais vous savez que ces deux-là, mari et femme, ne se sont pas rencontrés par hasard. C'est-à-dire que si vous comprenez qu'un mari devenu violent, ou un enfant devenu adulte violent, puis époux, peu importe, ici en tout cas, vous devez comprendre qu'il ne s'intéresse pas par hasard à cette femme. C'est-à-dire qu'elle représente quelque chose, elle a des caractéristiques qui l'appellent à être dans « elle me ressemble », ou dans « elle me complète », ou dans « elle me reconnaît ». Alors allons, si vous voulez bien, d'ores et déjà, on va faire le va-et-vient entre de toute façon les principes et la typologie, mais allons sur le terrain de « on n'est jamais victime par hasard ». Alors, Gérard, pourquoi n'est-il pas victime par hasard? Parce qu'il a été violent, parce qu'il a été agresseur. On a quelque part une dimension de vengeance chez madame vis-à-vis de son mari. Donc là, on l'a compris. Elle n'est peut-être pas la seule raison, mais en tout cas, c'est une des raisons valables. Quoi d'autre? Est-ce que cette dame n'était pas elle-même aussi victime par hasard? C'est au moment où elle a été, par exemple, violentée par son mari. Elle était déjà battue, elle est soumise. C'est ça. Donc elle n'était pas victime par hasard. Pourquoi? C'est là où vous n'hésitez pas à ce matin. C'est-à-dire que, quelle pourrait expliquer la raison pour laquelle cette dame n'est pas victime par hasard? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'elle a fait, qu'elle représente dans le regard de l'agresseur qui donc a facilité ou impliqué le passage à l'acte sur elle et pas une autre personne. Qu'est-ce qu'elle peut bien représenter ou avoir fait pour mériter une telle violence? Son argent. Alors, non mais pour l'instant on lance tout à, on vrac. L'argent. Oui, donc il est dit
il est relevé dans le reportage que cette dame a vraiment commencé à fomenter le crime en raison d'une problématique d'argent connexe. Elle voulait utiliser cet argent, ou elle voulait l'utiliser pour ses enfants, peu importe, mais elle a clairement subtilisé la carte bleue de son mari pour pouvoir retirer cet argent à son insu, mais elle savait sans doute très bien que ça allait tôt ou tard se savoir. Bon. Mais elle l'a fait quand même, donc il y a une problématique d'argent derrière. Alors, si on essaye d'appliquer le principe de on n'est jamais victime par hasard, on se dit peut-être que la réaction du mari résulte notamment de la trahison de madame sur les questions d'argent qui a provoqué au moins la dispute. Peut-être pas la dispute mortelle, mais en tout cas une dispute. Et peut-être, je dis bien peut-être, que cet homme, si on commence à un petit peu imaginer toutes les hypothèses, c'est-à-dire c'est un homme qui était avec une femme qu'on présente victime, mais imaginons-la 30 secondes agresseur. En tout cas, ayant un rôle majeur peut-être dans ce qui est arrivé dans le vécu de cet homme. C'est-à-dire qu'on va imaginer 30 secondes qu'elle a pu être provocatrice, déjà. On n'en sait rien. On a vu tout à l'heure, déjà ce matin, que dans l'affaire Alexia Daval, qui peut dire ce qui se passe dans la vie d'un couple? On nous présente les choses comme une victime. Moi, je me fais l'avocat 30 secondes du diable, je veux le tout et son contraire, et je me dis, dans un couple, il est possible que madame ait été provocatrice. C'est-à-dire qu'elle a recherché un tant soit peu l'argent de son mari. Ce monsieur trimait, ça par contre c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il cravachait vraiment pour aller chercher de l'argent. Et il ne vivait pas une vie facile, une vie vraiment heureuse à l'évidence. Bon. Donc, là, le peu d'argent qu'il gagnait, il servait évidemment aux enfants, très clairement, à payer les essentiels du ménage, peut-on l'imaginer. Mais ce que je peux dire, c'est que si on prenait l'acte commis par madame à dérober la carte bleue de son mari au moment ou de manière proche des faits, comme un acte habituel, ou comme un acte qui s'est répété donc dans la vie du couple, ça change un peu la donne. C'est-à-dire qu'on voit ici qu'une dame peut être vénale, que cette dame peut faire des choses à l'insu de son mari qui portent atteinte au nerf de la guerre, c'est-à-dire au principal et au seul, même et unique moyen financier qui finance tout dans cette famille. Vous suivez? Et là, on peut voir, on peut comprendre peut-être que le mari est en colère. Quel mari ne le serait pas dans cette hypothèse de travail lorsque, ayant cravaché toute sa vie, gagnant peu d'argent et cet argent est le seul revenu du foyer, madame prend cet argent à son insu pour en faire je ne sais quoi. Peut-être quelque chose de bien, mais je ne sais quoi. Bon. Donc, au bout d'un moment, si c'est arrivé une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois en 20 ans ou 25 ans de mariage, ça pose un gros souci entre ces deux-là quand même. Vous me suivez? Et ça change tout. C'est-à-dire que là, on présente les choses autrement. Bon. C'est juste pour vous dire que quand on est dans la manifestation de la vérité, on se doit de rechercher vraiment à charge et à décharge, d'aller chercher tout ce qui peut justifier un tel acte. Et Dieu sait pourtant si le reportage semble, j'ai bien dit semble, sans concession sur la culpabilité de monsieur dans les violences opérées sur madame. Mais je ne crois pas avoir entendu des enfants, pardon, on n'a pas vu beaucoup effectivement sur le reportage, des enfants expliquer ce qui se passait réellement dans la famille, ce qui se passait réellement dans le ménage. Pourtant, ils ont été témoins longtemps de ce qui se passait. Mais en tout cas, ça ne transparaît pas. Vous voyez? J'ai pas aussi beaucoup entendu des amis de monsieur dans le reportage. J'ai pas entendu beaucoup l'employeur de monsieur, ou en tout cas des professionnels avec qui il pouvait travailler et manifestement travaillant dur. Mais ce que je veux dire, c'est que si on veut être à charge et à décharge, alors il faut quand même qu'on s'intéresse à monsieur
Et je crois aussi pouvoir dire que ça commençait plutôt bien, au sens où on disait, voilà un monsieur qui ne faisait pas d'histoire. Voici un monsieur qui travaille. Voici un monsieur donc qui était père de famille. Un monsieur, oui, ça commence comme ça. Et puis, tout à coup, oula, il y a un truc qui se passe, il devient alcoolisé, il devient violent, et il devient quelque part la bête noire de cette famille, en tout cas présentée comme telle. C'est un peu court comme explication pour moi. Vous voyez, pourtant, Dieu sait si j'ai commenté dans le sens de... Mais c'est seulement d'abord un principe méthodologique. Surtout dans un couple. C'est-à-dire que dans un couple, vous ne pouvez pas dire l'un fait quelque chose et il est quelque part l'exclusif coupable de ce quelque chose. Si on est dans un couple, on est dans des interactions permanentes. Elle a dit ceci, qu'est-ce que ça a eu comme résonance sur lui? Il a fait cela, qu'est-ce que ça a eu comme retentissement sur elle? Vous voyez, c'est quelque chose qui appartient à la vie de couple, qui est sans doute secrète, ou on ne saura jamais tout évidemment, mais c'est clair que vous ne pouvez pas dire « Ah, elle était sainte, et lui c'est le diable ». Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à restituer dans la réalité plus complexe, plus subtil, plus entre ces deux-là. Vous me suivez? J'ai pas dit que, encore une fois, j'en sais rien au bout du compte. Si c'est madame qui était vraiment victime et si c'était monsieur qui était vraiment l'agresseur ou l'inverse, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que le reportage tel qu'il est présenté, et même l'instruction telle qu'elle a été déroulée et présentée par le juge d'instruction qui s'est positionné, avec tout le respect que je dois aux deux parties médiatiques et judiciaires, pour moi, en tant que criminologue, est incomplète. Voilà, elle est incomplète pour pouvoir vraiment... Et il y a un indicateur très fort de ce point de vue-là, c'est au procès. C'est-à-dire qu'on en arrive à un procès où nous avons un agresseur qui est une femme qui a quand même tué, découpé son mari en petits morceaux et qui l'a disséminé, dispersé en sacs poubelles divers et variés autour du village, et c'est elle qui devient la victime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, quelque part, comme le dit très bien d'ailleurs, je crois, le procureur général de l'époque, qui représente l'État et qui poursuit bien sûr madame, dit mais attendez, c'est quand même incroyable, il y a un homme qu'on a tué. Il y a un homme qu'on a tué, qu'on l'a découpé en morceaux. Il a sans doute des défauts, il a sans doute peut-être été violent, peut-être même qu'il a vraiment été violent. Ok, mais est-ce que ça méritait ça? Est-ce que ça excuse un acte d'assassinat? Voilà, c'est tout l'enjeu du procès pénal. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est passionnant, vous voyez, dans l'histoire des affaires criminelles notamment, c'est que vous avez une vision judiciaire, je vous l'ai dit d'entrée de jeu. La vision judiciaire, c'est celle d'un procureur général qui vous dit il y a un homme tué. Au moment où c'est arrivé, c'est une infraction, c'est un crime, on poursuit, même s'il y a un procès qui va essayer de faire le tour de la question, c'est l'essentiel de l'histoire. Mais vous avez une vision, deuxièmement, criminologique, psychologique, victimologique, qui va tenter d'approfondir toutes ces questions pour essayer d'y voir plus clair sur comment et pourquoi c'est arrivé. Qui était vraiment qui? Or, dans cette histoire-là, voilà un très bon exemple. Vous pouvez dire que cette dame était l'agresseur uniquement? Est-ce qu'elle était uniquement une tueuse? Non. Elle était aussi une victime. Voilà ce qu'il faut dire d'un point de vue criminologique. Et de l'autre côté, monsieur, qui est présenté comme la victime de base, devient l'agresseur par les violences occasionnées à sa femme, selon en tout cas la grande tendance rapportée dans le procès. Ah, alors, qui est agresseur, qui était victime? On fait le procès de qui, là, finalement, dans cette histoire? Vous voyez? Voilà un très bon exemple. Deuxièmement, il y a une femme qui, donc, aurait été victime. Je le pose vraiment au conditionnel. Elle a été, donc, imaginons, victime de violence conjugale, et cela a été tellement marquant pour elle, tellement une souffrance terrible pendant toutes ces années accumulée, dit très bien, donc, le juge d'instruction en Vignac. Ça s'est accumulé. Et à un moment donné, ça a explosé. C'était insupportable. C'est que c'était tellement... voilà, cet homme aurait fait tellement de mal à cette femme qu'à un moment donné, elle s'est vidée de tout amour
elle est devenue froide, impassible par rapport à cet homme, au point de devenir presque un mort-vivant, j'aime cette expression vraiment, hein, pour tuer vivante qu'elle est. Mais dans la mort et dans l'absence de regret total et dans l'absence voilà, de culpabilité, de sentiment de culpabilité totale, cet homme, qui n'était plus qu'une chose, et ce qui est très intéressant d'un point de vue criminologique, justement, c'est là où on voit très bien de nouveau le lien entre la victimologie et la psychologie criminelle, entre la victimologie et l'agressologie, entre la victime et l'agresseur. C'est quoi? C'est proportionnellement à la frustration et la souffrance endurée par cette femme pendant des années, où elle a été petit à petit feu, humiliée, rejetée, exclue, maltraitée, violentée, vous voyez, petit à petit, vraiment, tout, son humanité en quelque sorte s'est vidée, détériorée, dégradée, au point que voilà, elle était morcelée, émiettée, c'est une personne, c'est une pauvre dame qu'on a violentée 1000 fois, qu'elle s'est cassée en 1000 morceaux. Voilà, c'est ça l'idée. Elle s'est cassée comme un vase en 1000 morceaux. Qu'est-ce qu'elle fait en pendant à cela? De manière parallèle à cela. Elle va casser en 1000 morceaux son mari. Voilà. Tu m'as mutilé psychologiquement. Je te mutile physiquement. Tu m'as dispersé mon humanité au point que je sois morte. Je vais te disperser par des petits bouts dans des sacs poubelles comme si tu n'étais strictement rien. Parce que c'est ce que je suis devenu, j'étais vraiment rien à tes yeux. Et tu le faisais avec une grande froideur. Tu n'avais aucune humanité en faisant cela. Tu étais vraiment un être d'une cruauté sans nom. Et que crois-tu que je fais lorsque je t'amène dans les sacs poubelles de cette façon-là? Je suis tout aussi froide et inhumaine. En fait, je suis devenu ce que tu as fait de moi. Ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tu as fait ce que je n'aurais jamais aimé que l'on me fasse, mais que tu n'aurais sans doute pas aimé qu'on te fasse. Et bien, prends-toi dans les dents maintenant. Voilà. On comprend bien le parallélisme, la proportionnalité dans cette histoire. Et c'est donc, fort de cette signature criminelle très forte, qu'il est très probable, je reconnais, qu'elle ait été violentée et maltraitée. En fait, on retient cette hypothèse. Mais il ne faut jamais sous-estimer une femme. Ah oui, je vois de quoi vous parlez. Une femme qui a un pouvoir, déjà. Quel est le pouvoir d'une femme? Un pouvoir de chantage affectif, par exemple. Un pouvoir sexuel, de chantage sexuel. Un pouvoir de conviction et de persuasion sur ses proches. Parce que quand vient le moment de l'enfant adulte, l'aîné, qui a vu des choses et qui a pu éventuellement participer à des choses, on ne sait pas finalement, elle l'a protégé. Voilà, maman a protégé sa progéniture, mais peut-être qu'il a fait plus qu'on croit. Parce qu'au moment quand même de la lutte, c'était une vieille dame de plus de 65 ans, face à un homme voilà, qui l'a toujours cogné, vous comprenez? Donc c'est compliqué de l'imaginer à le tuer physiquement en tout cas. Et puis il vient le moment où le fils dit « je l'ai vu dans un premier temps pendu dans le poulailler, puis après j'ai vu son corps découpé dans le poulailler, ça change de version. » Et jusqu'à ce que finalement la reconstitution, elle assume tout et elle arrive à porter le corps. Alors peut-être qu'elle l'a porté, hein. Peut-être même qu'elle l'a découpé en totalité. Mais la vraie question qu'on ne pose pas assez dans le reportage ni dans le procès d'ailleurs, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant le passage là? C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est réellement passé face à face entre une femme qui a été violentée toute sa vie physiquement et qui n'a jamais eu dessus jusqu'à preuve du contraire, et un homme qui ce jour-là, étrangement, en tout cas étrangement comparativement à ce qui s'est passé jusqu'à présent dans 25 ans d'existence, eh bien n'a pas pu se défendre au point qu'il en meurt. Donc vous vous dites, est-ce que c'est la même femme qui fait ça ou c'est quelqu'un d'autre qui fait ça? C'est ça la vraie question. Et on n'y répond pas à cette question.
est-ce que on le sait bien aussi chez les enfants, surtout c'est les aînés, je reconnais, hommes ou femmes, qui voient sa mère violentée. Il ne peut que s'interposer plus les années passent. Il est le tampon entre son père et sa mère pour éviter que sa mère morfle. Et donc peut-être que c'est ce garçon, je dis bien peut-être, a aussi été convaincu, parce que prédisposé quelque part à défendre sa mère mordicus jusqu'au bout, elle n'ayant pu finalement qu'à le convaincre psychologiquement de mener à terme cette histoire-là, parce qu'il était déjà favorable à stopper le père violent, le mari violent. D'autant que peut-être, ils ont tous été témoins, donc c'est compliqué de ne pas de laisser faire, en tout cas, totalement. Bon, donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand vous êtes une victime collatérale, voilà, donc une victime collatérale, c'est clair, tous les enfants ont été victimes collatérales. Donc, l'aîné, victime collatérale, puisque on a une maman victime qui peut devenir agresseur, pourquoi voulez-vous qu'une victime collatérale, fils cette fois-ci, ne puisse pas aussi devenir agresseur? Oui, c'est potentiel. C'est pas sûr, mais c'est potentiel. Et donc, ce que vous devez retenir des statistiques déjà d'une femme criminelle, ça m'intéresse vraiment. Je vais écrire un livre sur les femmes criminelles, c'est sûr. Donc, les femmes criminelles, 3 choses à retenir. 1, il faut que ça aille vite. Il faut que ça aille vite et qu'on ne le voit pas justement arriver. La femme est pernicieuse, mesdames et messieurs. La femme, elle arrive en coulisses. La femme, elle empoisonne. La femme, elle manipule psychologiquement pour parvenir à ses fins. C'est un travail de fond en coulisses, j'insiste. C'est insidieux, c'est souterrain. C'est quelque chose qui est une taupe. Souterrain. Voilà, taupe. C'est une taupe jusqu'au jour où elle débarque. Et là, on y voit clair. Même la taupe voit clair. Mais, en attendant, ça se trame derrière votre dos. Voilà. Cette femme, rarement, lorsqu'on en arrive à des choses aussi graves, voilà, elle peut pester, bien entendu, elle peut gueuler, elle peut s'emporter, mais tant qu'elle le fait devant vous, vous n'avez pas grand-chose à craindre. Mais le vrai danger, la dangerosité d'une femme criminelle, c'est quand elle a décidé de vraiment vous nuire, et que derrière votre dos, elle en vient à manipuler les uns et les autres, à préparer son coup pour que ça vous arrive en pleine figure un jour, alors que vous ne vous y attendiez pas. À utiliser, alors c'est le deuxième aspect, à utiliser des proches qu'elle a sous son influence,